Il existe des clichés qui n'auraient jamais dû être développés. Des portraits si dérangeants que des membres du corps médical se sont interrogés sur le fait de les montrer, estimant que cela bafouait la dignité humaine. Avant de commencer, si vous êtes sensible à des sujets troublants qui remettent en cause les limites de la science et de l'éthique, cette histoire n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous êtes prête à explorer les recoins les plus sombres de l'histoire, alors restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les mystères oubliés. Au cœur d'une zone rurale reculée de Virginie, en 1971, une jeune femme a mis au monde une créature qui a ébranlé toutes nos certitudes concernant la génétique humaine, les lignées familiales et les secrets les plus inavouables que certains sont prêts à défendre par la violence. Elle se nommait Sarah May Whitaker, et lorsque les obstétriciens ont découvert ce qui s'était formé dans son utérus, 3 d'entre eux ont quitté la pièce incapables de supporter la vision. L'un d'eux a posé son stéthoscope pour toujours, rongé par ce qu'il avait vu. L'être né ce matin d'octobre n'était pas simplement le fruit d'une union consanguine. Il représentait l'apogée d'une entreprise bien plus tordue, une lignée si entremêlée, si pervertie par des générations de reproduction endogame volontaire, que la communauté scientifique a par la suite qualifié le cas d'impossible. Pourtant, les preuves médicales sont bien réelles, les clichés photographiques ont été conservés, et l'enfant a bien survécu pendant le court intervalle où on lui a permis de respirer. Mais voici l'élément qui vous entra bien après la fin de cette vidéo. Sarah May était âgée de 17 ans, et quand les autorités ont exigé de connaître l'identité du père, chaque homme adulte de sa famille, son géniteur, son oncle, son aïeul, et même son propre frère, a assumé cette paternité. Non par culpabilité ou pour se confesser, mais par orgueil. Il préservait ce qu'il nommait la souche pure. Une tradition clanique qui avait été jalousement préservée depuis plus de 100 ans dans les contreforts des Appalaches. Un endroit où les étrangers ne s'aventuraient pas et où les interrogations se réglaient par l'agression. La créature a vécu 6 jours. Durant cette brève période, elle a forcé la réécriture des manuels de médecine et a dévoilé un secret familial si grotesque que le FBI a finalement choisi de classer l'affaire, la soustrayant à la vue du public pendant un demi-siècle. Ces documents ont été discrètement déclassifiés en 2021. Presque personne ne l'a remarqué. Presque personne ne sait ce qu'ils renferment. Vous allez découvrir pourquoi certaines vérités sont enfouies si profondément que même les formuler à voix haute semble être une violation d'un terrain sacré et maudit. Le patronyme Whitaker est apparu pour la première fois dans les registres de recensement du comté de Roanoke, en Virginie, en 1847, quand Joshua Whitaker s'est approprié 80 hectares de terres montagneuses que nul autre colon ne convoitait. La terre était ingrate, les hivers rudes, et la ville la plus proche demandait 3 jours de voyage à travers un paysage hasardeux. Mais Joshua ne recherchait pas la prospérité, il cherchait l'isolement. Et dans ces vallées reculées, où la brume matinale s'accroche au flanc des montagnes comme des secrets qui refusent de se dissiper, le clan Whitaker a initié une expérience qui allait s'étendre sur 5 générations. Joshua était accompagné de 2 épouses, son épouse légitime, Martha, et sa sœur cadette, Rebecca, qu'il présenta comme une compagne selon des lois frontalières obscures. Un prêtre local, désireux de constituer un troupeau dans cette wilderness, a béni les 2 unions. En 1855, Joshua avait engendré 14 enfants avec les 2 sœurs, mais c'est ici que le récit prend sa première tournure ténébreuse. Quand ces enfants ont atteint l'âge adulte, ils n'ont pas cherché de conjoint à l'extérieur. Ils se sont unis entre eux. Les journaux intimes du clan, découverts des décennies plus tard dans une cave dissimulée sous la maison originelle, dévoilent une philosophie dérangeante. Joshua était convaincu que le mélange des lignées affaiblissait l'esprit humain, diluait ce qu'il nommait l'essence divine que Dieu avait insufflée à sa lignée. Il a persuadé sa progéniture qu'ils étaient élus, uniques, et que leur pureté devait être préservée à n'importe quel prix. Dès les années 1880, l'arbre généalogique des Whitaker ne ressemblait plus à un arbre. C'était une liane gnu-cul qui bouclait sur elle-même en permanence. Les enfants issus de ces unions étaient différents. Les voisins murmuraient au sujet de la descendance Whitaker qui ne parlait jamais, qui se déplaçait avec une démarche étrange, dont le regard avait un vide qui semblait vous traverser plus qu'il ne vous voyait.
Les médecins de la région ont refusé de se rendre aux naissances des Whittaker après 1890, affirmant que la famille était frappée par une malédiction. Mais le clan ne percevait aucune malédiction. Ils y voyaient la perfection. Chaque génération a renforcé la pratique, persuadée qu'elle approchait d'un idéal génétique que le monde extérieur, trop corrompu, était incapable de saisir. En 1920, la lignée Whittaker était devenue une entité qui défiait les lois naturelles. Ce qui avait commencé par des unions entre frères et sœurs avait évolué en une chose bien plus complexe et dérangeante. La famille avait mis au point ce qu'ils appelaient le système de rotation, un calendrier méticuleux où chaque femme fertile porterait des enfants avec plusieurs parents mâles selon un ordre prédéterminé. Ils tenaient des registres méticuleux, traitant la reproduction humaine comme un programme d'élevage. La grand-mère de Sarah May, Charity Whittaker, est née en 1925, issue d'une union entre sa mère et 3 hommes distincts, son grand-père, le frère de son grand-père et son propre oncle. L'analyse génétique menée des décennies plus tard révélerait que l'ADN de Charity contenait des motifs qui auraient dû être biologiquement impossibles. Elle était simultanément la fille, la nièce et la cousine de sa mère. Ces chromosomes racontaient une histoire de consanguinité si concentrée que les généticiens modernes ont d'abord cru à une contamination des échantillons. Mais Charity a survécu, et, plus troublante encore, elle s'est épanouie within cet écosystème perverti. Elle a grandi en étant convaincue que le monde extérieur était peuplé d'êtres inférieurs, des bâtards génétiques qui avaient souillé leur lignée avec des influences étrangères. À 15 ans, elle était enceinte de son premier enfant, conçu par son propre père, qui était aussi son oncle et son cousin. Cet enfant, Thomas Whittaker, deviendrait le père de Sarah May, bien que le terme « père » perde toute sa signification quand on saisit la véritable nature de la structure familiale. Les Whittaker avaient créé leur propre société isolée avec ses propres règles, sa propre logique et sa propre définition de la normalité. Les enfants grandissaient sans savoir quels adultes étaient leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs cousins, car ces distinctions avaient cessé d'avoir un sens depuis longtemps. Tout le monde était lié à tout le monde de multiples façons. Ils parlaient à voix basse du « sang qui appelle le sang » et croyaient que chaque nouvelle génération les rapprochait de la réalisation de ce qu'ils nommaient le cercle parfait, un état de pureté génétique qui leur accorderait des facultés transcendantes la compréhension humaine ordinaire. Dans les années 1960, quand Sarah May est née, la famille était coupée du monde extérieur depuis plus d'1 siècle. Ils avaient leur propre langage, leurs propres coutumes et leurs propres terribles secrets qu'ils gardaient plus jalousement que leur propre existence. Ce secret était sur le point de se manifester au grand jour. Et quand ce fut le cas, il a pulvérisé toutes les hypothèses concernant les limites de la difformité génétique humaine. Sarah May Whittaker avait 17 ans quand elle a réalisé qu'elle portait quelque chose qui semblait différent des autres grossesses dont elle avait été témoin au sein de sa famille. À cet âge, elle avait déjà accouché 2 fois, une fois à 14 ans, une fois à 16 ans. Mais les 2 nourrissons étaient décédés quelques heures après leur venue au monde. Leur petit corps était trop mal formé pour maintenir la vie. La famille qualifiait ces décès d'offrandes au sang, des sacrifices nécessaires sur le chemin de la perfection génétique. Mais cette gestation était différente. Sarah May pouvait sentir la créature se mouvoir d'une manière qui défiait toute explication. Au lieu des petits coups et des retournements habituels d'un fœtus, elle décrivait des sensations qui terrifiaient même ses proches endurcis. L'enfant semblait palpiter plus que bouger, créant des vagues rythmiques sur son abdomen qui ressemblaient à s'y méprendre à de la foudre emprisonnée. Son ventre a pris une taille, anormalement importante dès le 7e mois, étirant sa peau jusqu'à la rendre translucide et laissant apparaître un réseau de veines sombres qui semblaient se tordre sous la surface. Le clan était en extase. Les anciens chuchotaient que c'était enfin l'heure, l'aboutissement de leur programme d'élevage centenaire. Ils avaient accompli quelque chose qui dépassait l'humain, quelque chose qui prouverait leur supériorité face au monde extérieur corrompu. Ils ont préparé la naissance avec la ferveur de zélateurs religieux, mettant en place des rituels élaborés pour accueillir ce qu'ils croyaient être leur messie génétique. Mais Sarah May était en train de mourir. La gestation dévorait son corps de l'intérieur. Elle a perdu 18 kilos alors que son ventre continuait de s'étendre.
Ses cheveux tombaient par mèches, ses dents se sont déchaussées et ont commencé à tomber. Plus inquiétante encore, ses yeux ont commencé à changer de couleur, passant du marron à un jaune pâle against nature qui semblait luire dans le noir. La famille interpréta ces métamorphoses comme des signes de transformation divine. Mais les experts médicaux qui ont étudié son dossier par la suite y ont reconnu les symptômes d'une toxicité génétique sévère. Son corps était littéralement empoisonné par le fœtus anormal qui croissait en elle. Quand Sarah May a commencé le travail le 13 octobre 1971, elle était inconsciente depuis 3 jours. La famille l'a transportée jusqu'à l'hôpital le plus proche, un petit établissement rural situé à 50 km, uniquement parce qu'ils désiraient une documentation médicale de ce qu'ils croyaient être la naissance d'une nouvelle forme de vie humaine. Ils n'imaginaient pas que cette décision exposerait leurs secrets au monde extérieur, ni que l'enfant que Sarah May allait mettre au monde deviendrait le sujet de recherches gouvernementales classifiées pour les 50 années à venir. Le docteur Margaret Powell avait pratiqué plus de 3000 accouchements en 20 ans de carrière à l'hôpital Mercy General. Elle avait été confrontée à toutes les complications, toutes les difformités, toutes les tragédies que l'enfantement humain pouvait produire. Mais quand la famille Whitaker a transporté Sarah May through the porte des urgences ce matin d'octobre, le docteur Powell a su immédiatement qu'elle allait être témoin de quelque chose qui la hanterait pour le restant de ses jours. L'accouchement a duré 14 heures. Sarah May n'a jamais repris connaissance. Son corps était secoué par des contractions si violentes qu'elles ont brisé 2 de ses côtes. L'équipe médicale a lutté pour surveiller le fœtus parce que son rythme cardiaque produisait des motifs que leur équipement ne parvenait pas à lire correctement. Au lieu du rythme régulier d'un cœur normal, les moniteurs affichaient des grappes d'activité irrégulières qui ressemblaient plus à des ondes cérébrales qu'à une fonction cardiaque. L'infirmière Patricia Williams, qui a assisté à l'accouchement, a témoigné plus tard que le son provenant de l'utérus de Sarah May n'était pas le battement cardiaque fœtal habituel, mais quelque chose qui s'apparentait presque à un chuchotement. Quand l'enfant a finalement émergé, la salle d'accouchement est tombée dans un silence de cathédrale. Ce que le docteur Powell a vu a défié tous les principes d'anatomie humaine qu'elle avait jamais appris. Le nourrisson était techniquement vivant. Il respirait, son cœur battait, ses yeux bougeaient, mais il était façonné d'une manière qui semblait se moquer du concept même de forme humaine. Son crâne était démesurément agrandi, presque 2 fois la taille d'une tête de nouveau-né normale, mais suffisamment transparent pour que le cerveau soit visible sous la peau. Ce cerveau ne ressemblait à rien de connu dans la littérature médicale. Au lieu de la structure plissée normale, il semblait être composé de dizaines de plus petits organes distincts qui palpitaient indépendamment les uns des autres. Ses membres étaient fusionnés dans des agencements impossibles. Ses bras émergeaient de son torse selon des angles aberrants, se terminant par des mains qui comptaient trop de doigts, arrangés en motifs spiralés. Ses jambes étaient entrelacées l'une autour de l'autre comme des lianes. Et là où auraient dû se trouver ses pieds, il y avait instead des formations qui ressemblaient à de minuscules visages, dotés d'yeux mobiles et de bouches qui s'ouvraient et se fermaient sans produire le moindre son. Le plus dérangeant de tout était le visage de l'enfant, ou plutôt ses visages, car il y en avait 3, se superposant et partageant des traits d'une manière qui créait une expression de cri silencieux perpétuel. Si vous nous regardez encore, vous faites preuve d'une curiosité et d'un courage rare. Dites-nous dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à la place du docteur Powell? Aurait-il fallu laisser vivre cet être, par devoir médical, ou était-ce une cruauté? Parce que ce qui s'est produit ensuite a poussé les limites de l'éthique médicale dans leurs ultimes retranchements. L'enfant était en vie, mais était-il humain? Méritait-il de vivre, ou était-ce un acte de cruauté sans nom que de le maintenir en vie? Le docteur Powell avait 6 jours pour répondre à des questions qui remettaient en cause tout ce qu'elle croyait en matière de médecine, de moralité et de nature de la vie elle-même. La créature que Sarah May avait engendrée n'était pas censée survivre. Tout principe médical suggérait que des difformités aussi sévères seraient incompatibles avec la vie. Pourtant, cet amalgame de génétique humaine continua à respirer, à se mouvoir, à exister dans un état qui défiait la définition même du vivant.
Le docteur Powell prit la décision de le garder en vie, non par espoir, mais poussé par une terrible curiosité scientifique concernant les limites réelles de la biologie humaine. Pendant 6 jours, le personnel médical de l'hôpital Mercy General est devenu le témoin réticent de quelque chose qui s'apparentait plus à un phénomène paranormal qu'à un cas médical. L'enfant n'a jamais pleuré. Au lieu de cela, il produisait des sons que les infirmières ont décrits comme étant à mi-chemin entre un bourdonnement et de l'électricité statique. Ses multiples yeux bougeaient de manière indépendante, suivant différents objets dans la pièce avec une intelligence qui semblait impossible compte tenu de la structure mal formée de son cerveau. Le plus déstabilisant, il semblait réagir à la présence des membres de sa famille d'une manière qui suggérait une reconnaissance, voire de l'affection. La famille Whitaker a maintenu une vigile constante autour de la couveuse de l'enfant. Ils lui parlaient dans leur dialecte étrange, chantaient des chants que personne d'autre ne pouvait comprendre et effectuaient des rituels qui horrifièrent le personnel soignant. Ils apportèrent des objets de leur montagne, des morceaux de bois torsadés, des pierres arrangées selon des motifs spécifiques et des photographies d'autres membres de la famille montrant des générations de difformités de plus en plus sévères. Ils appelaient l'enfant l'aboutissement et le parfait, le traitant avec une révérence à la fois touchante et profondément dérangeante. Mais l'enfant était en train de mourir et sa mort ne ressemblait à rien de ce que la science médicale avait documenté. Au lieu de la défaillance organique graduelle typique des nourrissons gravement mal formés, cet enfant semblait se dissoudre de l'intérieur. Sa peau transparente a commencé à se couvrir de plaques sombres là où les structures internes se décomposaient, mais plutôt que de provoquer de la détresse, ces changements semblaient apporter à l'enfant une sorte de paix. Ses multiples visages, qui avaient affiché une agitation constante pendant les 5 premiers jours, ont commencé à se détendre en des expressions qui ressemblaient presque à du contentement. Le 6e jour, lorsque l'équipe du matin est arrivée pour vérifier l'enfant, ils ont découvert quelque chose qui les hanterait à jamais. L'enfant était toujours en vie, respirant encore, mais durant la nuit, il avait réussi à se positionner d'une manière géométriquement impossible compte tenu de ses membres fusionnés. Il reposait dans la couveuse en une spirale parfaite, son corps tordu formant un motif qui ressemblait à d'anciens symboles qu'aucun membre du personnel ne put identifier. Et dans cette position, avec ce qui semblait être un sourire sur chacun de ses 3 visages, l'enfant a finalement expiré, emportant avec lui le secret le plus sombre de la génétique familiale américaine, et laissant derrière lui des questions qui demeurent sans réponse à ce jour. Quelques heures après la mort de l'enfant, l'hôpital Mercy General a été investi par des agents fédéraux. Ils sont arrivés dans des véhicules banalisés, vêtus de costumes qui semblaient incongrus en milieu rural, portant des mallettes et un équipement que le personnel hospitalier n'avait jamais vu auparavant. Ils ont prétendu être des centres pour le contrôle des maladies, CDC, enquêtant sur ce qu'ils ont qualifié de « risque génétique potentiel pour la santé publique ». Mais le Dr Powell a su immédiatement que ces hommes étaient tout autre chose. Les agents ont tout confisqué. Le corps de l'enfant, tous les dossiers médicaux, les photographies apportées par la famille, même les morceaux de bois torsadés de leur maison montagnarde. Ils ont interrogé chaque membre du personnel ayant eu un contact avec l'affaire, leur faisant signer des documents, les contraignant légalement à ne jamais évoquer ce dont ils avaient été témoins. Le certificat de décès officiel listait la cause comme « anomalie congénitale multiple », un terme médical aseptisé qui ne révélait rien de l'horreur véritable de ce qui s'était produit. Sarah May est morte 3 jours plus tard, son corps ayant finalement succombé à la toxicité génétique qui la consumait depuis le début de sa grossesse. La famille Whitaker, anéantie par la perte de ce qu'elle considérait comme son plus grand accomplissement, s'est retirée dans son compound montagnard et n'a plus jamais été aperçue en public. Les autorités locales qui ont tenté d'enquêter sur leur propriété. Les années suivantes ont rapporté avoir trouvé les bâtiments abandonnés, bien que des voisins aient insisté pouvoir encore entendre des voix chanter dans les bois certaines nuits. Les dossiers classifiés publiés 50 ans plus tard ont révélé la vérité que le gouvernement avait tant œuvré à dissimuler. L'enfant né de Sarah May Whitaker représentait quelque chose il remettait en cause des hypothèses fondamentales sur la génétique humaine et l'évolution. Son ADN contenait des séquences qui semblaient entièrement artificielles, comme si quelqu'un avait délibérément manipulé le code génétique de la famille sur des générations.
Le plus troublant, l'analyse des registres généalogiques de la famille a révélé que leur programme d'élevage n'avait pas été aléatoire ou accidentel. Il avait suivi un schéma précis, une formule génétique qui semblait conçue pour produire exactement ce que Sarah May avait mis au monde. La dernière page du rapport classifié contient un unique paragraphe glaçant. Le cas Whittaker suggère la possibilité d'une expérimentation génétique intentionnelle s'étalant sur plusieurs générations, menée par des entités inconnues à des fins inconnues. L'isolement de la famille et son programme de reproduction systématique indiquent un niveau d'organisation et de planification à long terme qui excède ce que l'on attendrait de populations rurales isolées. Une enquête plus approfondie est recommandée pour déterminer si des programmes similaires existent ailleurs aux États-Unis. Cette enquête n'a jamais eu lieu, du moins officiellement. Mais quelque part dans les montagnes des Appalaches, dans des endroits où les étrangers ne s'aventurent jamais et où les questions trouvent encore une réponse violente, il pourrait y avoir d'autres familles suivant d'autres programmes, œuvrant vers d'autres aboutissements que nous ne sommes pas préparés à comprendre. L'histoire de Sarah May Whittaker et de son enfant impossible est terminée, mais les questions qu'elle soulève sur les angles morts de la génétique américaine et les forces qui pourraient les manipuler restent aussi obscures et sans réponse que les vallées profondes où de tels secrets voient le jour. Cette histoire vous a-t-elle intrigué, perturbé, fait réfléchir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Quel destin auriez-vous choisi pour cet enfant? Pensez-vous que de tels secrets pourraient vraiment être gardés si longtemps? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères les plus sombres. La vérité est souvent plus étrange que la fiction. Restez curieux, mais soyez prudents.